Salut, c'est Xondor. Alors avant de débuter cette vidéo, je tiens à préciser que celle-ci n'a pas pour but de clasher les nouveaux fans Star Wars Disney, même si mes propos peuvent parfois laisser suggérer le contraire. Je tiens à m'excuser d'avance. Qui suis-je, moi, pour juger les goûts de chacun? Mon avis n'est qu'un avis parmi d'autres. Cependant, votre avis à vous, tout comme le mien, n'est pas unique. Donc, veuillez s'il vous plaît respecter mon avis sur ce sujet. Donc voilà, sur ce, on peut démarrer la vidéo. On est sur ma chaîne, Xondor Kaelus. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo consacrée à mes problèmes avec la Star Wars Disneylogie. Et on va s'attaquer à Rogue One. Ce film est sorti en 2016. Il s'agit du premier film spin-off de la saga, sous l'ère Disney. En fait non, c'est pas le premier film spin-off. En fait avant ça, il y a aussi eu Star Wars Holiday Special en 1978. Enfin bref, on va parler de Rogue One. Il s'agit d'un bon film de SF. Il a beaucoup de qualités. Moi-même, j'avais trop kiffé le film lors de sa sortie cinéma. Sorti en 2016, ce film était le deuxième film Star Wars sous l'ère Disney. Et quand l'on connaît mon appréciation du film Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, bien sûr c'est l'ironie. Je déteste toujours autant la post-logie. Ce film spin-off, Rogue One, A Star Wars Story, lui, revenait à la base de Star Wars. Ce film se situe entre les épisodes 3 et 4. On n'était pas perdu. Il y avait du contexte et on connaissait la situation géopolitique de la galaxie. N'est-ce pas, monsieur J.J. Abrams? Le film a été une réussite commerciale mais également critique. Beaucoup l'acclament comme étant le meilleur film Star Wars sorti ces dernières années. Et à juste titre. Gareth Edwards a fait un travail remarquable, aussi bien la photographie que l'ambiance. Les personnages et la mise en scène, tout était parfait pour en faire le meilleur film Star Wars. Enfin, un film Star Wars pour le grand public, sorti jusqu'à aujourd'hui. L'ambiance ultra réaliste des rebelles qui te file des frissons. Les soldats impériaux Death Troopers sont absolument terrifiants. La scène de fin avec Dark Vador, qui massacre les soldats rebelles, est complètement ouf. Et comme je l'ai dit moi-même plus tôt, j'ai vraiment apprécié ce film au cinéma. Mais, cependant, lors de mon deuxième visionnage en Blu-ray, j'ai vite déchanté. Tu la sens la douille qui arrive là? Lors de mon deuxième visionnage, un léger détail m'empêchait de juste contempler ce film et de croire à cette histoire. Mais je n'arrivais pas à saisir quoi exactement. Et que l'on soit clair, hein, cela n'a rien à voir avec le fait que ce film ne fait plus partie de l'univers étendu et contredit toutes les anciennes histoires, y compris le premier niveau du jeu Dark Force avec Akatarn. Mais on y reviendra plus tard. Non, le problème est bien plus complexe. Le problème se situe au niveau du scénario que nous vend le film. Il y a beaucoup de scènes que je qualifierais de... comme par hasard, qui font que je n'arrive pas à croire à cette histoire. Oui, je vous vois venir. Oui, je vous connais, les communautés de fans de Star Wars. Ceci dit, en passant, sachez que vous êtes le pire de toutes les communautés de fans de la pop culture. Et s'il vous plaît, arrêtez de me sortir des trucs du genre... De toute façon, Rogue One, c'est mieux que les légendes. Parce que dans les légendes, il n'y a que Kakatam qui vole les plans de l'étoile noire. Alors déjà, remettons les pendules à l'heure s'il vous plaît. Dans l'univers Legend, le vol des plans de l'étoile noire ainsi que sa construction sont beaucoup plus complexes. Il n'y a pas une seule version, mais plusieurs petites histoires qui épaississaient le mystère. Tout cela faisait tout le charme de l'univers étendu. Certes, comme dit précédemment, il y a la première mission du jeu Dark Force, sorti en 1994. On découvre Kai Katarn, un ancien Stormtrooper devenu mercenaire pour le compte de l'Alliance Rebelle. Aidé de Jan Horse, il dérobe une partie des plans sur la planète Danuta. Cela fait partie de la toute première mission du jeu. La trilogie L'Académie Jedi. Et si on creuse encore plus loin, la construction de l'étoile noire est légèrement différente du film Rogue One. La trilogie de romans L'Académie Jedi se situe chronologiquement
en plus 11 après la bataille de Yavin. C'est-à-dire après les événements des films de la trilogie originale, et faisant suite à la fameuse trilogie de Timothy Zahn, La croisade noire du Jedi fou. La croisade noire du Jedi fou. Mais également se situant juste après la série de comics L'Empire des Ténèbres de Tom Veitch. Bref, les romans de la trilogie l'Académie Jedi ont été écrits par Kevin J. Anderson en 1994. Ces romans nous en révèlent un peu plus sur la construction de cette machine de combat impériale. L'Étoile Noire a été conçue dans le complexe de la Gueule, qui se situe dans un amas de trous noirs proche de Kessel. Lors d'un voyage aux alentours de la planète Kessel, Han Solo et Chewbacca, aidés par un certain Kyp Durron, découvrent ce fameux complexe impérial, caché proche d'un trou noir. Les troupes impériales de ce secteur sont sous les ordres de l'amiral Nastasi Dalla. Ces troupes sont isolées du reste de la galaxie et ignorent que la guerre entre l'Empire et l'Alliance Rebelle s'est terminée depuis une dizaine d'années maintenant. Puis les événements du film Star Wars épisode 6, Le Retour de Jedi, au-dessus de la lune d'Andorre. Cependant, l'amiral Dalla, Qui était l'amante du grand Moff Tarkin, veut reprendre la galaxie aux mains de la Nouvelle République. Dans son laboratoire secret, qui a conçu la première étoile noire, les impériaux disposent de bien d'autres super armes, aussi puissantes, notamment le broyeur de soleil. Bref, c'est encore une autre histoire ça. Les romans, la trilogie Han Solo. Dans les romans, la trilogie Han Solo, Écrit par Anne C. Crispin en 1997, se situant quelque temps avant les événements des films de la trilogie originale, nous comptons la jeunesse de Han Solo. On découvre le personnage de Breha Taryn, l'ex de Han Solo, personnage qui a été remplacé par Qi'ra dans le film Star Wars Solo A Star Wars Story, sorti en 2018. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Dans le tome 1 de cette trilogie, Breha a été sauvée de l'esclavagisme sur la planète Ilesia, par un jeune Han Solo. Durant le deuxième roman, on découvre que Breha est devenu un membre actif de la rébellion. Durant les événements du troisième tome, l'aube de la rébellion, Breha Taryn, qui commande l'escadron Main Rouge, ont dérobé également des plans de l'Étoile Noire. Le roman Étoile Noire. Et puis il y a le roman Étoile Noire, écrit en duo par Michael Reeves et Steve Perry, en 2007. Michael Reeves, qui est connu pour avoir écrit le roman Dark Maul, l'ombre du chasseur, en 2001. Et Steve Perry, qui était connu pour avoir écrit Les ombres de l'Empire, en 1996. Ce duo d'auteurs nous conte dans ce récit comment cette station spatiale a été conçue en passant par les plans des Geonosiens aux mains de l'ingénieur Bevel Lemelisk. Bevel Lemelisk, un ingénieur impérial bien connu de l'univers Legend. Pour ce qui est de l'implication des Geonosiens, il s'agit de la scène finale du film Star Wars épisode 2, l'attaque des clones avec Dooku durant la bataille de Geonosis. Dans le roman, on apprend plein de choses sur cette station, y compris les membres d'équipage qui y vivent, ainsi que les prisonniers. Certains membres tentent de s'échapper depuis la destruction d'Alderaan. Il y a également une scène du roman où l'on aperçoit l'amiral Dalla rendre visite au grand Moff Tarkin. Tout ceci pour faire le lien avec les romans L'Académie Jedi. Comme quoi, tout était lié dans l'univers étendu, avant qu'il soit renommé Legend. Le jeu Lethal Alliance. Dans le jeu Star Wars Lethal Alliance, sur PSP et Nintendo DS, on incarne Rhianna Saren, une Twi'lek mercenaire rebelle avec son droïde Zio. Au cours du jeu, on croise Kai Katarn, et on va sur certaines planètes citées dans le roman L'Étoile Noire. La planète d'Esper, il me semble. Après, j'ai fait le jeu il y a longtemps, je m'en rappelle plus trop des détails. Je crois qu'on va sur l'Étoile Noire, et on va aussi sur Mustafar, il me semble. Le jeu Force Unleashed. Il y a également une petite scène dans le premier jeu, Force Unleashed, où l'on peut voir les leaders fondateurs de l'Alliance Rebelle à bord de l'Étoile Noire. La sénatrice de Chandrila, Mon Mothma, le sénateur d'Alderaan, Bail Organa, qu'on a pu voir dans le film Star Wars épisode 3, et le sénateur peu connu de Corellia, le sénateur Garm Baliblis. Les sénateurs ont été réunis par Starkiller, mais il s'agissait d'un piège tendu par Dark Vador et l'Empereur pour les rassembler et les éliminer d'un seul coup. Les sénateurs sont faits prisonniers à bord de l'Étoile Noire pour y être exécutés, mais ils sont sauvés par Starkiller qui s'impose et se sacrifie. Ah, je vais vous mentir, le jeu Force Unleashed, c'est un bon jeu des fouloirs, mais à niveau scénario, on est surtout sur un mini retcon de la création de l'Alliance Rebelle. Et il surfe sur la sortie du film Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, qui est sorti 3 ans avant, en 2005. Donc le jeu est sorti en 2008.
Honnêtement, ce n'est ni la meilleure histoire, ni celle qui a le plus d'impact sur le reste de l'univers étendu. Je pense par exemple au jeu KOTOR ou The Old Republic. Mais le jeu, il a quand même une place dans le cœur des fans. Cependant, malgré son scénario bancal pour le reste de la continuité, on peut supposer que suite à cet événement, les 3 sénateurs ont pris conscience de la dangerosité d'une telle station de combat pour le reste de la galaxie. Ils ont alors décidé de tout mettre en œuvre pour la localiser et la détruire. Mais problème avec Rogue One. Donc voilà, Rogue One c'est pas mieux que la légende, c'est juste beaucoup plus simplifié. Dans la légende, ce n'est pas juste la fille de l'ingénieur de la construction de l'étoile noire, comme par hasard, qui fait équipe avec des bras cassés qui meurent les uns après les autres durant la mission, comme par hasard. L'univers Legend, c'est plus complexe que ça. Il y a plusieurs explications. Kyle Katarn, Breha Taren, Rhianna Saren, c'est justement ce qui faisait le charme de l'univers étendu. Il n'y avait pas qu'une seule, mais plusieurs histoires et plusieurs versions, quoique fournies d'énormément de détails. Alors l'argument qui se limite uniquement à... De toute façon, Rogue One c'est mieux que les légendes, parce que dans les légendes, il n'y a que Kekatan qui vole les plans de l'étoile noire. Bah non, désolé, ça ne passe pas. Tu ne sais juste pas de quoi tu parles. Le scénario du film Rogue One me pose un gros souci, pour sa cohérence globale, mais également pour le reste de la continuité du reste de la saga. Ouais, j'ose, ouais. Et je sais qu'à partir de maintenant, je vais rentrer dans le sujet qui fâche. Je le sais très bien, la nouvelle génération de fans de Star Wars voue un tel culte pour Rogue One. Comme je le disais précédemment, ce film contient beaucoup de scènes que je qualifierais de « comme par hasard ». Le personnage de Galen Erso, qui est le concepteur de l'étoile noire, est un bon gars. Comme par hasard! Ce bon gars a prévu un plan pour faire sauter cette station spatiale de combat. Un plan infaillible qui paraît hyper simple. Seulement, il doit retransmettre le plan à sa fille, Jyn Erso. Ce qu'il fait avant de mourir. Comme par hasard! Jyn Erso fait équipe avec une bande de bras cassés pour dérober les plans de l'étoile noire sur la planète Scarif. Et c'est là qu'intervient un enchaînement de morts qui fait office de relais, permettant aux autres membres d'accomplir leur mission. Tout ceci pour retransmettre le message des plans de l'étoile noire au Tantive 4, permettant à la princesse Leia de cacher les données dans R2D2, comme on a pu le voir dans le film Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Mais le problème, c'est que toutes ces morts, bien qu'héroïques, ne me permettent pas de croire à cette histoire. Pour ça que je dis, comme par hasard, toutes ces morts agissent comme un relais, comme par hasard, au bon moment pour permettre à chaque membre d'accomplir leur mission, comme par hasard, jusqu'au sacrifice de Jyn Erso elle-même. Je trouve également que l'idée générale du film ne colle pas vraiment avec la scène du combat spatial contre l'étoile noire, autour de Yavin, durant les événements du film Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et tu vas me faire croire que Galen Erso, il avait tout prévu. Il avait prévu que un apprenti Jedi, il puisse envoyer 2 petites torpilles à protons dans un petit trou large comme ça. Non mais sans déconner. Et surtout, lorsque l'on voit toute la galère que doit effectuer tout un escadron d'X-Wing et d'Y-Wing, tu vas me faire croire que Galen Erso, il avait tout prévu. Lorsque l'on regarde le film Rogue One, t'as l'impression qu'il s'agit d'une faille posée là volontairement. Mais quand on regarde le film suivant, bah non! Cette super faille est juste un conduit d'aération. On parle d'une station de la taille d'une lune, qui possède une quantité colossale d'énergie dans son noyau, pour pulvériser une planète. Ça paraît logique qu'il faille faire respirer le noyau pour évacuer les radiations, et juste relâcher la pression. Et répond à une question. Pourquoi, si la faille était si simple à exploiter, pourquoi Luke Skywalker lui aurait-il eu besoin d'utiliser la force? C'est pas logique. En plus de nous prendre pour des jeunes bantas de 3 semaines, le film décrédibilise les enjeux de la scène finale du film Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. En conséquence, on est en droit de se demander... Mais en fait, Luke Skywalker n'est pas un vrai Jedi. Il fait semblant d'utiliser la force, puisque Galen Erso avait déjà tout prévu. Et c'est là l'un des principaux problèmes que me pose Disney. Volontairement ou pas, ils sabotent les enjeux des films de la trilogie originale, uniquement pour mettre en avant leurs propres personnages qu'ils ont créés. Faudra pas s'étonner si un jour Disney décide de tout rebooter la trilogie originale, en recastant des nouveaux personnages, en y incluant Ahsoka, Din Djarin et Grogu, parmi le casting principal. Faudra pas s'étonner de ça un jour, hein. La série Andor. Comme je le disais, Rogue One est un très bon film. Bah ok, là je chipote sur certains détails, mais j'avais beaucoup apprécié le film lors de sa sortie cinéma. Cependant, malgré que ce soit un bon film, il y a quelques défauts.
Je sais également que beaucoup de personnes me disent « Il faut que tu regardes la série Andor. Tu comprends mieux Rogue One après. » Oui, sûrement, vous avez sans doute raison. Mais je n'ai pas aimé le personnage de Cassian Andor dans le film Rogue One. Donc, une série qui lui est entièrement dédiée, je vois pas trop l'intérêt, désolé. Et puis, j'aime pas trop cette façon de faire passer les soldats de l'Alliance Rebelle pour des terroristes. Même si ça a l'air super réaliste, hein, j'ai pas le contraire. Et quand je regarde un film Star Wars, c'est pas pour regarder un film BFM TV sur la guerre dans le Moyen-Orient, quoi. Mais pour revenir à la série Andor, je ne peux juger cette série, étant donné que je ne l'ai jamais regardée. Il y a quand même un truc qui me dérange. Un petit détail de rien du tout. C'est juste de ce que j'ai aperçu de la série. Il est où, Garm Bel Iblis? Ce personnage a été introduit par Timothy Zahn durant cette trilogie, dans le deuxième roman, La bataille des Jedi. Un titre un peu chelou, parce qu'en VO ça donne Dark Force Rising. Donc en fait ça n'a rien à voir. Garm Bel Iblis est le sénateur de Corellia, donc un des 3 membres fondateurs de l'Alliance Rebelle. Alors la question que je me pose c'est: il est où Garm Bel Iblis dans le nouveau canon? L'implication de Corellia a toujours été importante en temps de guerre, que ce soit durant les événements du jeu The Old Republic ou dans les romans L'héritage de la Force. Bon ok, c'est pas forcément explicite dans les films, mais quand même, cela fait partie du lore dans les autres romans et comics. Et puis, il faut pas oublier que les Corelliens ce sont le contrebandier Han Solo, le pilote Wedge Antilles, l'ancien Jedi Jorus Sebaos, l'ancien agent de la Corsec, puis plus tard pilote et Jedi, Corran Horm. Bref, et certainement d'autres personnages que je n'ai pas cités, les Corelliens sont naturellement des rebelles pour le reste de la galaxie. Ne pas les impliquer dans la création de l'Alliance Rebelle, je trouve ça bien dommage. Et comme je l'ai dit, j'ai pas regardé la série Andor. Et je connais pas l'implication du personnage joué par Stellan Skarsgård. J'ai cru comprendre qu'il avait un rôle très important pour l'Alliance Rebelle. Une sorte de mentor pour de nombreuses recrues, dont Cassian Andor. Encore une fois, peut-être que j'ai des grosses conneries, hein, étant donné que je n'ai pas encore regardé la série Andor. Ceci dit, c'est bien beau de faire des soldats rebelles des militaires ultra réalistes, sortis tout droit des jeux Call of Duty, mais je trouve, d'un point de vue purement personnel, dépendent avant tout de notre propre point de vue. Qu'il manque cette fibre corellienne qui faisait tout le charme de l'univers étendu de l'époque. Et j'ai aussi cru comprendre que la série introduit le BSI, Bureau de Sécurité Impériale. C'est qu'une bonne idée, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que le BSI, à la base, ça provient des romans de la série X-Wing Squadron, écrit par Michael Stackpole. Le BSI qui était dirigé dans un premier temps par Amand Nizard, puis plus tard par sa fille diabolique, Isa Nizard, surnommée Cœur de Glace. Donc encore une fois, je juge pas la série, mais je risque fortement d'être déçu, je pense. Conclusion. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. Je sais qu'elle ne va pas forcément plaire à tout le monde. Cependant, tout du long de cette série de vidéos que j'ai appelée « Mon problème avec la Star Wars Disneylogie », ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'il s'agit de mon ressenti dû à mes nombreuses lectures de différents romans et comics de l'ancien univers étendu. Lors de la création de ma chaîne YouTube, le but premier n'était pas d'avoir le plus d'abonnés possible. Bien que cela me fasse parfois un peu plaisir, quand j'ai 2-3 nouveaux abonnés. Le but que je me suis fixé, c'est de partager ma passion et surtout de dénoncer tout le fanatisme hypocrite qui gravite autour de Star Wars depuis le rachat de Disney. Il n'y a plus vraiment de passion pure, mais juste de l'opportunisme de situations mal placées. Je ne citerai pas de nom, même si certains vont peut-être se reconnaître dans mes propos, mais il y a énormément d'influenceurs ou influenceuses qui profitent de ce système en se faisant passer pour des passionnés de Star Wars, mais qui ne maîtrisent absolument pas leur sujet lorsqu'on creuse en profondeur. Lorsque l'on est véritablement animé par une passion, on essaie juste de retransmettre son ressenti avec le plus de fiabilité possible. Il ne faut pas faire le travail à moitié. Et cela, peu importe les statistiques de ta chaîne. Il ne faut pas sélectionner des infos au hasard dans le Legend ou le canon, en fonction des tendances. Surtout si l'on ignore véritablement la provenance de ces dites infos. Lorsque je vous propose des vidéos Star Wars, je connais la plupart des romans que je cite, parce que je les ai lus personnellement. Quand je n'ai pas vu quelque chose, je le dis. Comme la série Andor par exemple. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui,
La plupart des influenceurs qui s'auto-proclament fans de Star Wars absolus ne fonctionnent pas de cette façon. La plupart n'ont pratiquement jamais lu les romans ou comics dont ils font mention dans leurs vidéos. Ils n'ont surtout qu'une vague notion extrêmement limitée de ce qu'était véritablement l'univers étendu, avant qu'il soit renommé Univers Legend. Certains ne savent même pas faire la différence entre le canon et le Legend. Et puis il y en a certains qui pensent que l'univers étendu se limite uniquement au jeu KOTOR, le 1 et le 2. Tout en faisant abstraction de tout ce qui a permis au jeu KOTOR d'exister. Notamment les comics Tales of the Jedi, ou les comics L'Empire des Ténèbres, de Tom Veitch. Et je vous dis tout de suite, s'il n'y aurait pas eu ces comics, il n'y aurait pas eu KOTOR, il n'y aurait pas eu d'univers étendu, non plus. Il n'y aurait certainement pas eu de Rogue One, non plus. Honnêtement, lorsque l'on n'est pas capable de faire la différence entre les Ratataki du Legend et la Dassomirienne du nouveau canon depuis le nombreux retcon effectué par Filoni dans la série The Clone Wars, je me dis franchement que certaines personnes sont soit totalement aveugles, ou soit sont sacrément hypocrites. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il était clair que dès leur création, les personnages de Tenelka ainsi que sa mère, Teneljo, étaient décrites comme étant des Dassomiri. Elles n'étaient pas extrêmement pâles de peau et avaient des cheveux bien roux. Et puis, elles savaient chevaucher des rancors, sur une planète Dassomir verdoyante. Une planète Dassomir qui n'était pas d'un rouge sablonneux, visible depuis l'espace. Rien à voir avec la pâleur de peau et le crâne chauve de Sage Ventress, qui avait été défini comme étant une Ratataki à la base. Faut le rappeler ça, à la base, à Sage Ventress, c'était une Ratataki. C'était pas une sœur de la nuit de Dassomir. Et j'ai même envie d'aller encore plus loin. La race des Ratataki avait été créée uniquement pour apporter un peu plus de folklore au personnage de la Sage Ventress. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur ce sujet, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur Dassomir. Et puis, quand voulez-vous que je réagisse quand j'entends des propos tels que... De toute façon, Rogue One, c'est mieux que les légendes. Parce que dans les légendes, il n'y a que Kakatarn qui vole les plans de l'Étoile Noire. Oh, moi, tu sais, je ne lirai jamais de romans Star Wars. Parce que je ne considère pas ça comme étant de la vraie littérature. Ahsoka, c'est le meilleur personnage féminin de la saga. Je veux rien savoir. Je veux dire, soyons honnêtes, mon personnage, c'est Vegeta avec des boobs. Bref. Je suis allé peut-être un peu loin là. Désolé pour cette conclusion qui part un peu dans tous les sens. Mais il fallait que ça sorte. Il faut surtout bien comprendre que j'en ai vraiment marre, mais vraiment marre, de tous ces soi-disant influenceurs Star Wars. Surtout, abonne-toi à ma chaîne pour plus d'infos sur Star Wars. Ah, je déteste ces trucs-là, qui ne me prennent pas au sérieux et qui veulent me donner des leçons sur la vie. Ça me gonfle. Alors que leur seule connaissance Star Wars ne se limite uniquement aux séries animées The Clone Wars de Filoni et Star Wars Rebels, ou alors juste aux jeux vidéo, ou alors juste les comics Dark Vador du nouveau canon. Même s'ils sont jolis les comics, bah, ça reste du Disney quoi, c'est pas le Star Wars. Le Star Wars d'antan, tu vois. L'ancien univers étendu de Star Wars, que l'on appelle aujourd'hui Univers Legend, a façonné l'univers Star Wars depuis des années. À tel point que même aujourd'hui, les artistes du nouveau canon, ils vont piocher dans l'ancien univers étendu pour créer leur univers, quoi. Donc, il serait peut-être temps d'arrêter de manquer de respect à cet univers. Surtout si on n'y connaît strictement rien du tout. Ouais, c'est les auteurs du montage. Alors je tenais à faire ce montage pour citer mes sources, contrairement aux influenceurs Star Wars. On sait très bien que leurs sources, c'est du copier-coller des sites Wikipédia ou Star Wars Universe. Alors je tiens à préciser que tous les romans ou comics ou jeux vidéo que je cite dans mes vidéos, j'ai tout lu et j'ai joué au jeu en question. Donc pour commencer, voilà le jeu Dark Force. Alors ça c'est une ancienne édition. Et on peut voir derrière il y a Boba Fett qu'on affronte sur Coruscant. C'est une édition qui date de 94. Alors je sais qu'il y a un remaster sorti il y a pas longtemps sur en version des maths
sur PC, Xbox et PlayStation. Et aussi sur la Wii. Non, sur la Wii, la Switch. Également, le roman, la trilogie Han Solo. Alors ça, c'est une réédition. Hein. Je sais qu'il y avait une sortie en 3 tomes chez Fleuve Noir. Et bon, t'imagines bien sortir les 3 tomes de ma bibliothèque, ça va faire s'effondrer ma bibliothèque. Donc je préférerais prendre la version intégrale. La trilogie l'Académie Jedi. Alors aussi, ceci c'est une réédition de Pocket. Il y avait une édition qui est sortie avant chez Fleuve Noir en 3 tomes. Et bon, évidemment, comme je le dis, la bibliothèque, si j'arrive à la en retirer derrière, ça va faire s'effondrer tous mes livres. Donc je préférais prendre la version... sortir ma version intégrale. Et là on peut voir comment déconstruite l'étoile noire. Dans ce petit dessin là, je sais pas si vous voyez. Et là on voit l'amiral Nastasi Dalla, l'amant du grand Tarkan que j'ai mentionné dans mes vidéos. Ensuite le roman Étoile noire de Michael Reeves et Steve Perry, qui est écrit en 2007. Et puis aussi le jeu Star Wars État l'Alliance sur PSP. Il y a aussi une version sortie sur Nintendo DS. Bon, pour le coup, celle-là, j'ai jamais fait la version Nintendo DS. Le jeu Le pouvoir de la force. Alors là, c'est la version Ultimate Sith. Ultimate Sith Edition. La version PS3. Alors le jeu il est sorti sur PS3, Xbox 360 et PSP, Wii et PC. Faut savoir que la version 360, PS3 et PC c'est la même version. J'ai pas la version HD. Et une autre version qui est sortie sur PSP, PS2 et la Wii, ça c'est encore une autre version. C'est la même histoire, mais c'est une autre version du jeu. Et pour le coup, j'ai fait toutes les versions du jeu en fait, pour ce jeu-là. Et bien sûr, le roman La Guerre des Étoiles, écrit par George Lucas. Alors, il s'agit de la novelisation du film en fait. Et ce roman, il est sorti en 76. Bon, il est sorti en 76, il était édité en 77 par Presse de la Cité. Et en 99, cette édition-là, chez Fleuve Noir. Ah oui, et j'oubliais. Dans ce premier livre, justement, écrit par George Lucas, il y a un petit texte d'introduction. Prologue. Il y a bien longtemps, dans une très lointaine galaxie, l'ancienne République était une république de légende, plus grande que l'espace ou le temps. Inutile de dire où elle se situait ni d'où elle venait. Il suffisait de savoir que, c'était la République jadis, sous le sage gouvernement du Sénat et la protection des chevaliers Jedi, la République avait prospéré et grandi. Pourtant, comme il arrive souvent quand la richesse et la puissance dépassent l'admirable et atteignent au terrible, un jour surgissent les méchants qui ont de la rapacité à revendre. Ainsi en alla-t-il avec la République à son apogée. Comme les plus grands arbres, qui sont capables de repousser les agressions venues du dehors, la République pourrit de l'intérieur bien que le danger fût resté invisible. Soutenue et encouragée par des personnages actifs et avides de pouvoir au sein même du gouvernement, ainsi que par les grandes organisations commerciales, l'ambitieux sénateur Palpatine manœuvra pour se faire élire président de la République. Il promit de procéder à la réunification des peuples dissidents et de restaurer la gloire passée de la République. Dès qu'il fut installé dans ses fonctions, il se proclama empereur, se coupant définitivement du peuple. Il devint vite un simple instrument entre les mains de ses propres collaborateurs et des courtisans qu'il avait nommés à de hautes fonctions et les appels à la justice des gens du peuple cessèrent d'atteindre ses oreilles.
ayant exterminé par la trahison et la ruse les chevaliers Jedi, gardiens de la justice, les gouverneurs et les bureaucrates impériaux se préparèrent à faire régner la terreur parmi les mondes découragés de la galaxie. Beaucoup employèrent les forces impériales et le nom de l'empereur, toujours plus isolé, pour mener à bien leurs ambitions personnelles. Or un petit nombre de systèmes se révoltèrent devant ces violations continuelles, proclamant leur opposition à l'ordre nouveau. Ils se lancèrent dans la grande bataille afin de restaurer l'ancienne République. Dès le début, ils se trouvèrent largement inférieurs en nombre aux systèmes maintenus dans l'asservissement par l'empereur. En ces premiers jours sombres, il semblait inéluctable que le clair flambeau de la résistance s'éteindrait avant que de pouvoir jeter la lumière d'une nouvelle vérité sur une galaxie de peuples opprimés et vaincus. Le texte nous dit être le journal des Whills. Plus loin dans le texte, on voit également un court message de la sénatrice Leia Organa. Ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Tout naturellement, ils devinrent des héros. Leia Organa d'Alderaan, sénateur. À l'époque où George Lucas a écrit ce texte, je ne pense pas qu'il avait la moindre idée de ce qu'étaient exactement les Whills. Et puis le mot Whills fut oublié pour le reste de l'univers étendu. Jusqu'à ce qu'il soit brièvement mentionné dans une scène supprimée du film Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. Yoda devait parler de ce fameux journal des Whills à Obi-Wan, lui permettant de devenir plus tard un fantôme de force. L'idée fut reprise dans The Clone Wars. Plus tard, on découvre que les Whills sont un groupe religieux qui agit en parallèle des Sith et des Jedi. On peut apercevoir 2 membres de cet ordre dans le film Rogue One sur Jedha. Ils sont les gardiens des Whills. Ils sont chargés de protéger le temple où reposent les cristaux Kyber. Certains vont te dire Ah mais c'est trop bien! Rogue One revient à la base de Star Wars, en reprenant un projet de George Lucas. Alors, je comprends l'idée, mais ma question c'est... Est-ce que ça valait vraiment le coup de sacrifier 40 ans d'univers étendu pour un concept abandonné de George Lucas lui-même? Et surtout, c'est pour voir ces 2 mecs se faire massacrer au cours de la bataille de Scarif? Et en parlant des cristaux Kyber, savez-vous d'où vient le mot Kyber exactement? Avant le film Rogue One, ce mot n'existait pas. Il s'agit juste d'une déformation du mot Kyber, issu du comics Le Cristal de Kyber, qui lui-même est une adaptation du roman Splinter of the Mind Eyes, écrit par Alan Dean Foster en 1978. Initialement, ce roman était écrit au cas où le film Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir n'aurait pas été un succès, pour pouvoir être adapté et tourné en un film comme une suite à petit budget. Je tiens à préciser que je n'ai jamais lu ce roman, étant donné qu'il est inédit en VF. J'ai juste lu l'adaptation en comics. Le roman est adapté en comics par Terry Austin et Chris Sprouse. Ce dernier a été publié chez Dark Horse Comics en 1996, puis traduit en français en 1998 et paru sous le titre La Pierre de Kyber, puis en 2020 sous le titre Le Cristal de Kyber. Cette adaptation incorpore des personnages de Star Wars épisode 5, Empire contre-attaque. Et donc à présent, tu entends tous les soi-disant influenceurs Star Wars qui utilisent le mot Kyber à outrance. Non mais tu comprends, sans cristal Kyber, tu ne peux pas faire fonctionner un sabre laser. Ah ouais? Et on faisait comment avant Rogue One? Avant Rogue One, il y avait plein de cristaux différents qui faisaient fonctionner des sabres laser. Pas forcément des cristaux Kyber spécifiquement. Il suffit de lire les romans de la trilogie L'Académie Jedi, ou la série Les Jeunes Chevaliers Jedi, tous 2 écrits par Kevin J. Anderson, pour s'en rendre compte. Ou alors il suffit simplement de jouer au jeu KOTOR. Les cristaux Kyber n'existaient pas avant le film Rogue One, et l'univers étendu s'en portait pas plus mal. Donc voilà, je sais que c'est juste une petite anecdote de rien du tout, mais si cela peut permettre de faire fermer le clapet à tous ces soi-disant spécialistes Star Wars... Non mais tu comprends, sans cristal Kyber, tu ne peux pas faire fonctionner un sabre laser. c'est déjà une victoire de prise, quoi. Alors je sais que la plupart des influenceurs Star Wars n'ont sûrement jamais lu ce roman. Et de toute façon, la nouvelle version de Disney, je suis sûr que ça va être édulcoré. Et bon, ça, la plupart des influenceurs Star Wars, ils vont pas te dire ça. Et puis il y a aussi le roman que je cite dans pratiquement toutes mes vidéos. Dès que je parle de la planète d'Assomir, Le mariage de la princesse Leia, écrit par Dave Wolverton,
la vraie Dathomir, pas la Dathomir de Clone Wars de Filoni. Je tiens à préciser. Je sais, je répète, mais dans toutes mes vidéos, je tiens à préciser ce truc-là. Parce que Asajj Ventress, c'est une Rattata-Gi. C'est pas une Dathomirienne. À la base. Il y a aussi les romans X-Wing, écrits par Michael Stackpole, dont j'ai parlé dans ma vidéo par rapport au BSI, le Bureau de Sécurité Impériale, notamment Izan Izard, on peut voir ici, avec son œil rouge et son œil bleu. Alors évidemment, ça c'est une réédition Pocket, mais avant c'était édité chez Fleuve Noir et il y a 8 bouquins. Et bon, 8 bouquins, comme je l'ai dit précédemment, si je les sors de ma bibliothèque, il y a tout qui va s'effondrer. Alors là, dans ces intégrales, il y a les 4 premiers tomes. Et aussi les comics X-Wing. Et bon, j'ai pas pu les transporter jusqu'ici. Et en parlant de... Parce que j'ai parlé de ça dans la vidéo par rapport à la série Andorre avec le BSI. Également dans le... J'ai aussi mentionné le sénateur Garmbel Iblis. Et sénateur Garmbel Iblis, on le trouve dans les romans de Timothy Zahn, dans sa trilogie. La Croisade Noire du Jedi Fou. Ça aussi, c'est une réédition. Édition Pocket. C'était édité avant chez plusieurs versions plusieurs éditions de cette trilogie. Il y a la première version chez Presse de la Cité. Ensuite chez Pocket. Première version Pocket. Et il y a eu la version aussi la version de Fleuve Noir. Et puis cette nouvelle réédition. Où il y a tous les romans, toute la trilogie dans cette version. Voilà. C'était juste... je voulais faire ça pour un peu augmenter ma vidéo. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà. Il y a aussi un autre film spin-off Star Wars Disney qui a légèrement dévié de ce que c'était à l'origine. Il s'agit du film Solo, The Star Wars Story. Mais ce sera pour une prochaine vidéo.